Deux plants de concombre ont poussé côte à côte. Pourtant, un seul se dresse fièrement, croulant sous les fruits, tandis que son jumeau peine à survivre, jaune et chétif. La seule différence? Un mélange maison de levure et de sucre, versé une seule fois au pied des plants, qui a provoqué une croissance si fulgurante que le jardinier a dû tutorer les tiges. Voici l'histoire de cette astuce biologique introuvable dans le commerce, car les organismes vivants ne peuvent pas se conserver sur une étagère. Mais un sachet de levure à 1 dollar peut-il vraiment transformer toute votre récolte du jour au lendemain? La preuve commence par une expérience explosive. Le carnet de jardinage débute avec 2 graines identiques semées dans de la terre fraîche par une fraîche matinée de début mai. Chaque plant a reçu le même ensoleillement, le même arrosage, les mêmes soins attentifs, à l'exception d'un seul arrosage. Le 7e jour, une plante a reçu 1 litre de levain maison, versé à sa base. L'autre a reçu de l'eau pure. Au 12e jour, la différence était déjà visible. La plante témoin, étiquetée A, ne mesurait que 20 cm de haut, ses feuilles jaunies et leurs bords recourbés, comme pour se protéger d'un stress invisible. La plante B, la jumelle nourrie à la levure, a dépassé les 30 cm de hauteur, ses nouvelles feuilles d'un vert riche et brillant se déployant. Le jardinier note en marge que la plante B poussait à une vitesse folle et qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Les notes quotidiennes ressemblent presque à une course. Le 15e jour, la plante B atteignait 45 cm et émettait déjà des rejets latéraux. Le 20e jour, les premières fleurs apparurent. Au 28e jour, le plant témoin atteignait à peine la hauteur du genou, ses tiges fines, tandis que le plant B culminait à 1 mètre, épais comme un manche à balai et croulant sous les fleurs. Le registre relate le moment où le jardinier dut ajouter un second tuteur pour maintenir droite la vigne nourrie de levure. À la récolte, la balance révéla le bilan final. Le plant A a produit 3 concombres, pesant au total un peu moins de 450 grammes. Le plant B a donné 9 fruits, tous charnus et fermes, pour un poids total de 1,4 kg. Le nombre et le poids des fruits ont été notés à l'encre, ainsi que la date du 12 juillet. L'expérience aboutit à une conclusion simple. Un seul arrosage, un seul ingrédient, et un rendement plus de 3 fois supérieur à celui du témoin. Les chiffres sont là, noir sur blanc. Pas de terreau spécial, pas de compost secret, juste un sachet de levure à 1 dollar et une cuillère de sucre. Les notes du jardinier témoignent de son incrédulité face à une telle récolte. Même graines, même soin. Seule la levure changeait. Dans les jardins et les petites exploitations agricoles du monde entier, fabriquer son propre engrais vivant est une pratique courante. Dans les montagnes de Corée du Sud, les agriculteurs utilisent depuis longtemps le jus de plantes fermentées, FPJ. Ce jus est préparé en mélangeant des herbes sauvages avec du sucre roux et en laissant les micro-organismes agir dans un bocal à l'ombre pendant une semaine ou plus. Le liquide obtenu, riche en levures et bactéries, est ensuite répandu dans les champs pour stimuler la croissance et la résilience des cultures. JADA, un mouvement d'agriculture naturelle moderne, simplifie encore davantage le processus. Une cuillère de farine de riz ou un peu d'eau de lavage du riz est mélangée à du sucre et laissée à fermenter, ce qui permet de développer une culture de levure puissante en quelques jours seulement. Ces deux méthodes ont un point commun: exploiter le travail invisible des micro-organismes pour libérer les nutriments, développer la masse racinaire et protéger les cultures du stress. Dans les jardins de cottages anglais, les infusions de consoude ont toute une histoire. Depuis des générations, les jardiniers hachent les feuilles de consoude, les font tremper dans l'eau, parfois avec une pincée de sucre pour accélérer le processus, et attendent que le mélange mousse et s'assombrisse. Les bulles et l'odeur sont les signes que la fermentation bat son plein. Ces préparations, riches en potassium et en stimulateurs de croissance naturelle, sont utilisées depuis des siècles pour nourrir les tomates, les concombres et les haricots.
Même dans les datchas de l'époque soviétique, des manuels manuscrits décrivent des fermentations à base de levure pour fertiliser rapidement et à moindre coût les plantes, lorsque les engrais commerciaux étaient inaccessibles. Ce qui unit toutes ces traditions, c'est la conviction que les fermentations vivantes et bouillonnantes possèdent des propriétés que les produits chimiques en bouteille ne peuvent égaler. Elles activent le sol, nourrissent directement les racines et déclenchent une réaction en chaîne de croissance. La fermentation, à base de levure et de sucre, n'est ni une astuce isolée, ni une mode passagère. C'est le dernier exemple d'une pratique mondiale adaptée pour plus de rapidité et de simplicité. Des rizières coréennes aux jardins familiaux anglais, les jardiniers ont toujours fait confiance à la fermentation pour prolonger leurs récoltes et revitaliser les sols appauvris. Désormais, avec un sachet de levure de boulanger et une cuillère à soupe de sucre, chacun peut accéder à cette même tradition culinaire, directement depuis son plan de travail. Ce dernier devient alors un véritable atelier. Une cuillère à soupe de levure sèche active, de n'importe quelle marque, même un sachet périmé trouvé au fond d'un tiroir, se dépose dans un bocal propre. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre viennent ensuite nourrir la levure. Ajoutez ensuite 1 litre d'eau tiède, ni trop chaude pour ne pas vous brûler, ni trop froide pour refroidir le mélange. La température est importante. Trop chaude, la levure meurt. Trop froide, elle entre en dormance. Remuez jusqu'à ce que le sucre soit dissous et que la levure soit en suspension, formant un mélange trouble et beige. Couvrez le tout, sans trop serrer pour laisser l'air et les gaz s'échapper. Ne fermez pas hermétiquement. Si vous serrez trop fort, la pression de la fermentation pourrait monter et faire éclater le bocal. Laissez le mélange reposer à température ambiante pendant au moins 2 heures. Pour un résultat optimal, laissez fermenter jusqu'à 12 heures. Le signe de réussite est une mousse épaisse à la surface, semblable à celle d'une bière fraîchement servie. Cette mousse en est la preuve vivante. La levure est active et se multiplie. S'il n'y a pas de mousse, vérifiez la température ou utilisez un nouveau sachet. La levure ne coûte pas cher. Une fois la mousse à son maximum, la préparation est prête. Ne versez jamais ce mélange concentré directement sur les plantes. Il est beaucoup trop fort. Remplissez plutôt un seau de 20 litres d'eau et ajoutez-y le quart de préparation de levure. Cela crée une dilution parfaite, suffisamment concentrée pour nourrir les plantes et assez douce pour éviter de brûler les racines. Bien mélanger et utilisez immédiatement avant que les micro-organismes ne se déposent ou que la solution ne perde son volume. Le procédé est simple, rapide et coûte moins d'1 $. Pas besoin d'outils spéciaux ni d'attendre des semaines. De la levure, du sucre et de l'eau tiède suffisent pour créer, en un après-midi, une potion vivante. L'étape suivante consiste à ajouter des additifs facultatifs, mais la recette de base suffit à elle seule pour déclencher une croissance visible dans presque tous les potagers. Pour les jardiniers souhaitant obtenir des résultats encore meilleurs, quelques ingrédients courants permettent de transformer la levure de base en un engrais complet et équilibré. Chaque additif apporte un nutriment spécifique, ciblé, mesurable et économique. La cendre de bois est idéale. Tamisée après avoir nettoyé une cheminée ou un poêle à bois, elle est riche en potassium, élément essentiel à la croissance des plantes, à la solidité de leurs tiges et à la formation de fruits abondants. La dose optimale est de 1 à 2 tasses de cendre de bois fine, mélangée à un seau de 20 litres d'eau saturée de levure. Plus n'est pas mieux. Un excès peut augmenter le pH du sol et bloquer l'absorption d'autres nutriments. Si votre sol est déjà alcalin, privilégiez une faible dose ou sautez cette étape en cas de doute. Vient ensuite le sel d'Epsom, connu des chimistes sous le nom de sulfate de magnésium. Une seule cuillère à soupe pour 20 litres de solution nutritive fournit suffisamment de magnésium pour des feuilles d'un vert foncé luxuriant. Le magnésium est essentiel à chaque molécule de chlorophylle. Une petite quantité suffit. Si vos plantes présentent déjà une coloration intense, vous pouvez ajouter la dose appropriée.
saupoudrez le sel d'Epsom, remuez jusqu'à dissolution complète et poursuivez. La poudre de coquille d'œuf complète le mélange. 2 cuillères à soupe finement moulues apportent du calcium, essentiel à la solidité des parois cellulaires et à la robustesse des tiges. Le calcium se libère lentement, mais la légère acidité de la fermentation par les levures facilite sa dégradation. Si vous manquez de coquilles d'œuf, vous pouvez les remplacer par des coquilles d'huître ou de la chaux vive, mais veillez à toujours bien doser. Un excès de calcium peut interférer avec l'absorption d'autres minéraux. La recette complète couvre désormais les principaux éléments. Du potassium pour les fruits, du magnésium pour les feuilles, du calcium pour la structure, le tout apporté par une solution vivante qui nourrit simultanément les racines et les micro-organismes du sol. Chaque ingrédient est facultatif, mais ensemble, ils forment un super engrais qui rivalise avec les produits du commerce, pour un prix bien inférieur. Bien mélangé. Utilisez la solution fraîche et testez sur une seule plante avant de traiter toute une plate-bande. Grâce à ces ajustements, la levure de boulanger devient bien plus qu'une simple astuce de croissance. C'est un véritable aliment vivant pour votre jardin. Le docteur Enikwan, physiologiste végétal à l'Université du Minnesota, explique le pouvoir de la levure de boulanger au niveau microscopique. Saccharomyces cerevisiae, le même organisme qui fait lever le pain, devient un véritable moteur biologique lorsqu'il est introduit dans le sol. Une fois activés par le sucre et la chaleur, ces champignons unicellulaires commencent à produire une série de composés que les plantes reconnaissent comme des signaux de croissance. Parmi eux, les citoinines et les auxines sont des hormones qui, chez les plantes, déclenchent la division cellulaire et l'élongation des racines. Le docteur Niguan explique que lorsque les racines absorbent ces hormones, elles réagissent comme si elles recevaient le feu vert pour se développer et se ramifier, puisant ainsi davantage d'eau et de minéraux dans le sol. Il en résulte un système racinaire plus profond et plus dense qui soutient des tiges plus hautes et des feuilles plus grandes au-dessus du sol. Le docteur Matteo Alvarez, microbiologiste des sols, évoque un second mécanisme, la libération des nutriments. Lorsque les cellules de levure se multiplient et meurent, leurs parois cellulaires se décomposent, libérant du phosphore et de L-azote, sous des formes que les racines des plantes peuvent absorber instantanément. Lors d'essais en laboratoire, le blé et la canne à sucre traités avec des solutions à base de levure ont montré des rendements supérieurs de 20 à 30% par rapport aux témoins non traités. L'effet est le plus marqué dans les sols pauvres en nutriments disponibles, où la levure agit comme un pont vivant entre les minéraux bloqués et les racines avides. Le docteur Alvarez souligne qu'un seul arrosage avec de l'eau fermentée à base de levure peut faire toute la différence pour les plantes en difficulté en leur apportant un apport massif de nutriments assimilables au moment précis où elles entrent dans des phases de croissance critiques sous la surface. La levure agit également comme un bouclier biologique. En colonisant la zone racinaire, Saccharomyces zootko entre en compétition avec de nombreuses bactéries et champignons nuisibles, formant une barrière protectrice qui bloque les agents pathogènes. Cet effet probiotique est bien documenté dans des études en serre, où les plantes traitées avec des fermentations de levure présentent moins de maladies racinaires et récupèrent plus rapidement du stress. Les bienfaits vont bien au-delà de la nutrition. L'activité des levures dans la rhiosphère aide les plantes à réguler leur perte d'eau, les rendant plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Le docteur Nguyen la décrit comme une assurance vivante, une symbiose microbienne qui stimule la croissance, protège contre les agents pathogènes et aide les plantes à faire face aux variations environnementales. Tout cela grâce à une poignée de levure et de sucre trouvés dans la cuisine. Dans toutes les jardineries, les engrais en bouteille regorgent de promesses de résultats instantanés et de solutions pratiques. Pourtant, aucun de ces flacons ne contient une levure vivante et pétillante comme celle que l'on prépare sur le plan de travail. La raison tient à la biologie et au commerce.
La levure vivante ne cesse jamais de travailler. Une fois activée par le sucre et l'eau, elle se met à fermenter, ses cellules se multipliant et libérant du dioxyde de carbone. Dans une bouteille hermétique, ce gaz ne peut s'échapper. La pression augmente et, en quelques jours, le bouchon se déforme ou le récipient fuit. Si on la laisse ainsi trop longtemps, la bouteille peut éclater. Même les bouchons ventilés ne suffisent pas. Et le liquide à l'intérieur se gâte rapidement, devenant acide ou plat lorsque les levures n'ont plus de nourriture. Les engrais commerciaux évitent ce problème en vendant des sels, des minéraux inertes qui restent stockés pendant des années. Pas de gaz, pas de détérioration, pas de risque. Mais cette stabilité a un prix. Les formules synthétiques utilisent des produits chimiques extraits des mines ou fabriqués, transformés et conditionnés pour le transport et le stockage. Leur coût grimpe rapidement. Un sac de 2,25 kg d'engrais de marque peut coûter entre 30 et 50 $. Les flacons de biostimulants concentrés sont encore plus chers. À l'inverse, les ingrédients nécessaires à la préparation d'une levure de brassage maison coûtent moins d'1 $. Un sachet de levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre et de l'eau du robinet permettent de préparer un gallon de solution nutritive vivante pour quelques centimes. Sans brevet ni mélange exclusif, c'est une recette simple et rapide à réaliser. Les jardineries ne peuvent pas tirer profit d'un produit aussi simple et périssable. La commercialisation de cette solution nutritive impliquerait une réfrigération constante, un emballage ventilé et une rotation rapide des stocks, ce qui augmenterait les coûts et réduirait les marges. L'industrie se concentre donc sur ce qu'elle maîtrise. Des produits longue conservation, qui se gardent plusieurs saisons, et non quelques jours. Pour les jardiniers qui souhaitent préparer leur propre mélange, cet écart est un avantage. Ces engrais vivants ne peuvent être conditionnés et vendus, mais on peut les préparer frais à la maison à la demande pour un prix bien inférieur. Les conclusions économiques sont sans appel. La biologie ne se laisse pas enfermer dans une bouteille, mais elle s'intègre parfaitement au rythme d'un jardin frugal et axé sur les résultats. Chaque jardinier rêve d'un miracle, mais les gains réels sont quantifiables. Lors d'essais en plein champ, le blé et la betterave sucrière traités avec des solutions à base de levure ont produit des rendements de 20 à 30% supérieurs à ceux des cultures non traitées. Ce n'est pas un hasard. C'est un résultat constant, confirmé sur différents types de sols et sous différents climats. Le carnet de jardinage mentionnant le concombre de Anjodinan 320 est une exception. Un résultat qui attire l'attention et suscite la curiosité. Pour la plupart des jardiniers, la progression est mesurable, mais plus modeste. Une augmentation de 20% signifie 5 tomates au lieu de 4, ou 500 grammes de haricots supplémentaires sur la même parcelle. Au fil de la saison, cette différence s'accumule. La sécurité est aussi importante que les résultats. La levure, même diluée, est puissante. Un usage trop fréquent peut stresser les racines ou attirer les parasites. L'idéal est une application tous les 7 à 14 jours. Des doses plus fréquentes ne doublent pas l'effet. Elles risquent de déséquilibrer le système racinaire, surtout pour les jeunes plants ou les plantes en pot. Toujours commencer par un test. Traitez une plante, observez-la pendant une semaine, puis augmentez la dose si la croissance s'accélère sans signe de brûlure. Des feuilles pâles, un flétrissement ou des racines noircies indiquent que la solution est trop concentrée ou que le sol est déjà suffisamment riche. Diminuez la concentration ou espacez les applications. La variabilité fait partie intégrante de l'expérience. Certains sols pauvres en nutriments ou en vie microbienne réagissent de façon spectaculaire. D'autres, déjà fertiles, ne présenteront qu'une légère amélioration. Le type de culture a également son importance. Les légumes-feuilles et les légumes-fruits sont généralement les plus réceptifs, tandis que les légumes-racines y sont moins sensibles. Le climat, les habitudes d'arrosage et même la marque de levure peuvent influencer les résultats dans un sens ou dans l'autre.
C'est pourquoi l'étape suivante ne consiste pas à prendre ces chiffres pour argent comptant, mais à mener votre propre expérience. Notez vos conditions initiales, mesurez vos récoltes et comparez. La recette est simple, mais ce sont les données que vous recueillez qui font progresser l'étude. L'invitation s'adresse à tous les jardiniers désireux d'essayer. Reproduisez, enregistrez et partagez vos résultats. La promesse, c'est non pas de la magie, mais une expérience vivante. Une expérience qui se développe à chaque fois que de nouvelles mains mettent les pieds dans la terre. Aujourd'hui, les ventes d'engrais chimiques dépassent encore les 200 milliards de dollars par an. Même si des solutions vivantes comme l'eau de levure transforment les jardins à moindre coût, le véritable obstacle n'est pas d'ordre biologique. Il réside dans les habitudes et l'inertie de l'industrie. Face à la hausse des prix alimentaires et à l'aggravation des sécheresses, la véritable révolution commence dans la terre, et non dans les rayons des supermarchés. Cette croissance immédiate n'est pas un miracle, c'est un choix. De quoi nourrirez-vous votre jardin la saison prochaine?